que je vais vous présenter. Ça dure à peu près 1 heure aujourd'hui, donc on va faire un peu le tour du pommier. Et en ce qui concerne le pommier, on va commencer par le tout début, par la plantation, par un petit peu les entretiens, puis bien sûr la taille, parce que c'est souvent ça qui fait un peu peur. Le but aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est de vous démystifier un petit peu tout ça, décomplexer, et puis que quand vous soyez sortis d'ici, vous sautiez sur votre sécateur et puis que vous allez tailler chez vous, sans appréhension. Donc en fait, on va commencer par la plantation. Alors je vais surtout parler du pommier. Ce que je dis, ça sera assez vrai aussi pour le poirier, pour l'ensemble des arbres fruitiers. Voire en ce qui concerne la plantation pour tous les arbustes. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Si vous voulez que ça dure 3 heures, moi ça ne me pose aucun souci. Non mais souvent après il y a des personnes qui viennent me voir à la fin, puis voilà, ça continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore avant de démarrer? Aujourd'hui il y a TF1 qui est là. Donc voilà, vous serez tous célèbres en fin de journée. Ou Antenne 2, enfin je sais même plus qui c'est. Enfin bref. Non, c'est mon fils en fait, on va mettre... si je dis pas trop de conneries, si ce que je dis est clair, on va mettre ça sur YouTube, sur notre site internet après, comme ça. Souvent pendant la saison, on nous demande, quand on vend des fruitiers, tiens, comment on taille? C'est très difficile d'expliquer en 2 minutes, ce qu'aujourd'hui je vais mettre au moins 1 heure à expliquer. Donc comme ça après, pour ceux qui ont internet, hein, je pense que maintenant vous pourrez aller voir dessus. Voilà. On va commencer par lui. Donc ça c'est un petit pommier qui a 2 ans. On appelle ça des quenouilles 2 ans. C'est des termes un peu techniques. Hein. Le but aujourd'hui c'est pas de vous abreuver tout ça, mais comme c'est souvent des choses qu'on a entendu dire. Une quenouille 2 ans, c'est un plant qui a été greffé depuis 2 ans. Il y a une greffe ici, il a poussé, on l'a taillé, puis il a fait quelques branches. Voilà, tout simplement. Un sion c'est la même chose, avec 1 an de moins, c'est qu'une branche, quoi. Il existe différentes formes fruitières comme ça. Ce qu'on commercialise, nous en général, ce sont des quenouilles. Hein. C'est ça. On dit un peu bastige aussi. Une personne hier m'a posé la question tout de suite, mais ça c'est pas terrible parce que vous vendez ça, mais on peut pas aller passer la tondeuse en dessous. C'est un petit peu vrai. Vous verrez que quand on le taille, on fait ce qu'on veut avec la taille. Hein. On peut évidemment remonter un petit peu la hauteur. Le but en fait des pommiers dans le jardin, moi c'est ce que je fais chez moi, c'est de pouvoir passer la tondeuse en dessous et de pouvoir ramasser les pommes. Donc voilà un peu le compromis. Dès qu'il faut mettre l'échelle, on le fait pas toujours, c'est compliqué, ça voilà. Donc chez moi les pommiers ils font presque avec mon tracteur tondeuse en dessous là. Donc cette année je vais encore en couper quelques-uns puis ça pourra aller très vite après. Donc voilà une quenouille. Je vais tout de suite vous parler un petit peu du système ici. Je vous disais que toutes ces variétés là que l'on commercialise, ce sont des variétés qui ont chacun leurs caractéristiques. Elles sont toutes greffées sur ce qu'on appelle un porte-greffe. Le porte-greffe, c'est le système racinaire et c'est ce qui conditionne la vigueur. Suivant le porte-greffe que vous allez avoir un plant qui va pousser plutôt à 3-4 mètres ou à 10 mètres. Donc les pommiers que l'on commercialise, ce sont des pommiers qui sont destinés dans les jardins moyens, petits, pour faire des arbres qui font 3, 4, 5, 6 mètres. Il y a des variétés qui sont plus vigoureuses que d'autres. Donc ce porte-greffe, il s'appelle M106, il y en a plein comme ça. Si vous voulez avoir des arbres qu'on appelle sur tige, qui vont monter à 8-10 mètres, ça sera des choses... Pardon madame. Je l'ai mis là. Et encore il n'est pas très grand, c'est un peu une demi-tige, on greffe souvent à 1,80 m. Donc ça ce sont des fruitiers qui sont greffés sur tige. C'est un peu encore une autre technique. Hein. Bon, il y a toujours le même porte-greffe qui est un porte-greffe plus vigoureux, qui va être destiné à donner des arbres qui vont monter à 8-10 mètres. C'est ce qu'on fait dans les vergers où on les laisse venir, après on ne le taille plus trop au bout de quelques années. Donc là en fait on a un porte-greffe très vigoureux. Ce sont en fait la même chose que les pépins sur lesquels vous greffez. Quand vous vous greffez sur pépins, en fait sachez que vous aurez des plants qui vont... Sur les pépins que vous semez, hein, pas sur la graine. Vous aurez des plants qui vont pousser très, très haut. Donc là on a greffé une première fois pour faire un tronc droit. Ça c'est pour gagner du temps. Donc en fait là on a une autre variété qui sert à faire un tronc très droit et très vite. Et là on greffe la variété après. Donc les tiges c'est ça quoi. Tige, demi-tige, un peu suivant la hauteur.
Donc souvent, ce sont des plantes qu'on espace de 6, 8, 10 mètres l'un de l'autre. Tandis que ça, on peut mettre 3, 4, 5 mètres entre chaque. Voilà pour un petit peu la plante. Ensuite, pour parler de la plantation, c'est une plante qu'on va mettre dans un endroit lumineux. Les pommiers, c'est relativement facile, hein, ça va à peu près partout en Bretagne ou dans notre région. Si vous mettez à l'ombre, il aura un petit peu moins de fleurs, un peu moins de fruits, donc voilà. Il aime bien un endroit lumineux, il aime bien aussi une bonne terre de jardin. Alors, évitez les terres pauvres, caillouteuses, terrain jaune, enfin, c'est rustique, hein, ça poussera toujours. Et si vous avez aussi un terrain qui est une terre de lande, comme on dit ici, une terre acide où il y avait autrefois un peu de la lande, des genêts, de la bruyère, ce sont des terrains qui sont en général assez pauvres et qui sont toujours acides. Alors c'est important de parler de ça parce que dans la région, on a des terrains qui sont en général, en Bretagne plutôt acides, mais parfois très acides. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ça, acide et calcaire, le pH, enfin, sachez que si vous mesurez l'acidité de votre sol, l'idéal pour un pommier, c'est un pH de 6,5. S'il fait 5, pour un pommier, c'est trop acide. On y arrive. Ouais. Pour un pommier, c'est trop acide et ça va entraîner des choses toutes simples. Là, il va moins bien se développer et les maladies vont venir plus facilement. Et une des maladies les plus communes quand on a un sol très acide, c'est le chancre. On en parlera tout à l'heure. Donc, un des meilleurs moyens d'éviter de traiter, c'est déjà de lui mettre dans de bonnes conditions. Ça, je vais vous le répéter tout le temps. Quand on parlera des maladies, des insectes et tout ça, on reviendra toujours aux conditions qu'a la plante pour pouvoir éviter tout ça, en fait, quoi. Donc les terres de ménés, les terres pauvres, tout ça, il faudra rajouter du terreau pour pouvoir enrichir, quoi. Et les terres acides, il faudra rajouter de la chaux, comme disait madame à l'instant. Donc la chaux, c'est du calcium, c'est du calcaire. C'est aussi pour ça que, autrefois, on voyait les agriculteurs aller chercher du sable au bord de la mer. Hein. Le sable, c'est calcaire aussi. Ça permet de remonter un peu le pH du sol et de l'alléger aussi. Si vous voulez remonter votre pH du sol, mettons qu'il fasse 5, 5,5, que vous voulez le remonter à 6,5, évitez une chose, c'est de le faire en un an, quoi. Vous pouvez, en calculant sur le sac, tiens, si je mets tant en mètres carrés, tout ça, il faut le faire en 2, 3, 4 ans. Toujours pareil pour ne pas dégommer la faune et la flore du sol. Hein. Si du jour au lendemain vous changez trop brutalement l'acidité de votre sol, ça sera pas très. Ça va détruire toute la faune, la microfaune et la microflore du sol. Donc voilà pour lui. Une fois que vous avez fait tout ça, vu tout ça, vous faites un trou, vous le plantez. Le trou, c'est. On me demande souvent combien le trou, on dit souvent 3 fois le volume de la motte, 3 fois le volume de ça, c'est un peu ce que je dis. Ce qui est le plus important à retenir, c'est de décompacter sur le plus gros volume possible. Si c'était un parking, prenez la mini-pelle et puis décompactez partout autour, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu en disant ça, mais si vous faites un joli trou puis qu'à côté c'est bien tassé, ça va vous faire une cuvette d'eau plutôt qu'un joli trou, en fait. L'eau va s'accumuler dedans, rester dedans, ne pas filtrer, et puis ça va pourrir les racines. Il faut que l'eau et l'air circulent autour des racines, ça c'est très important. Les racines ont besoin de beaucoup d'air, de beaucoup d'oxygène, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. Il n'y a pas que de l'air autour de nous, mais dans le sol aussi. Vous pouvez dès à présent aussi commencer à nourrir votre plante. Nourrir votre plante, ce que je propose, ce que je conseille en général, c'est d'apporter du fertilisant, du compost. C'est la palette que j'ai à vendre pour ce soir, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, je n'ai pas amené 36 produits. Hein. Ça, c'est le Beau-Chevaux. C'est un engrais à base d'algues, de fumier de bovin, enfin, toutes sortes de... Si vous voulez, ce fertilisant-là, il va nourrir à la fois la plante et il va nourrir votre sol, quoi. C'est du compost. Hein. C'est du compost déjà bien prêt à être assimilé par la plante. Donc il va nourrir la faune et la flore du sol et il va nourrir la plante aussi. Donc s'il n'est pas bien décomposé, si vous en avez chez vous, ne le mettez pas trop au contact des racines tout de suite, hein. Mettez-le au fond du trou, un peu de terre et puis par-dessus. Mais ça c'est bien, c'est une espèce de garde-manger tout simplement pour les mois et années à venir, quoi. Et vous pourrez continuer à en mettre
régulièrement, tous les ans, au niveau du sol, gratter, puis voilà, ça va se diluer. Ça, en fait, c'est le fertilisant, ça nourrit le sol et la plante. Et mettez du terreau si votre sol est mauvais, hein, si c'est un sol sableux, un sol caillouteux, un sol acide, enfin une terre un peu pauvre. Le terreau, c'est le petit sac que j'ai là en dessous, enfin voilà, il y a toutes sortes de terreaux. Ça, considérez-le plutôt comme un support. Voilà la différence entre terreau et fertilisant. Parfois, ça peut paraître un peu simpliste, mais souvent, c'est des questions qu'on nous pose. Et les fertilisants, moi j'aime bien les proposer pour les fruitiers, les arbustes, les légumes, enfin tout. On n'est pas encore à la taille, mais ça va venir. Hop. Les racines nues particulièrement, surtout s'il y a un peu de vent, ce qui est bien, c'est de leur mettre un tuteur. On met un tuteur pour éviter que la plante, la première année, bouge avec le vent. Ou... Il suffit qu'elle bouge un petit peu comme ça, une fois qu'elle est plantée, les premières radicelles vont casser tout de suite et ça va la fatiguer énormément. Là, dès qu'elle sera plantée, cet hiver et ce printemps, les radicelles vont se former tranquillement autour. Si ça casse ça, ça épuise beaucoup la plante. Donc pour éviter ça, on met un tuteur. Alors vous en avez des plus ou moins épais, on a ça, on a un peu plus fin. Et pour l'attacher, on met un collier. Ce qu'il faut retenir dans le collier, c'est d'avoir un collier qui dans le temps se dégrade ou qui puisse un petit peu être souple, quoi. Mettez pas de fil de fer. Je vous connais, vous allez oublier de l'enlever dans quelques années, puis ça va casser. Et vous allez revenir me voir, et le plan aura cassé en deux. La tendance est de mettre quelque chose de très solide. En fait, la plante, au bout de 2-3 ans, c'est bon, elle est installée. Hein. Donc si le lien il se défait, c'est pas trop grave. Donc voilà, le but c'est pas que je le mette tout bien comme ça. Petit truc encore, hein, si le vent vient... j'allais encore faire une bêtise. Si le vent vient de là, mettez le tuteur de l'autre côté, de sens opposé au vent. Non, voilà, comme ça. Mettez la plante sens opposé au vent. De manière à ce que quand le vent aille un peu vers là, ça frotte pas, que le tuteur frotte pas contre la plante. Tout ça, ça va éviter, c'est pas ça qui va conditionner la réussite de la plantation, mais moins vous aurez de blessures, moins vous aurez de maladies. Donc voilà, c'est prêt, il ne reste plus qu'à mettre le terreau et la terre autour. Important, ne planter au-dessus du point de greffe. Hein. Toujours le point de greffe doit être toujours à l'air. On a tendance à penser que plus on va mettre la plante profond et mieux elle va tenir, mais les racines vont se trouver profondes. Et comme je disais tout à l'heure, elles manqueront d'air, de respiration. Donc il faut toujours planter à un niveau, ce qu'on appelle le collet, hein, comme elle a été élevée, c'est-à-dire à ce niveau-ci, quoi. Lorsque vous aurez mis la terre et le terreau, pensez à ce que la terre vienne bien partout autour des racines. Souvent il y a des poches d'air ici en dessous. Donc n'hésitez pas à vous salir les mains, puis à mettre à porter la terre. Et c'est aussi pour ça qu'on demande d'arroser, même si on est en plein hiver et qu'il pleut. L'arrosage abondant va permettre à la terre de bien aller partout autour, tout simplement. Le terre et le terreau. Vous tassez un peu, une petite cuvette, et puis voilà. Alors j'ai passé une petite étape là déjà, hein, que j'aurais dû faire avant, mais ça va permettre d'aborder la taille. Aujourd'hui, sur la taille, je vais vous parler de plusieurs types de tailles. Alors le but, c'est pas de vous embrouiller, mais c'est quand même vous expliquer pourquoi on fait telle et telle taille. La première taille que l'on fait, c'est une taille pour la reprise. Ce sont des plantes qui ont été... on a coupé le système racinaire, donc pour que la plante puisse reprendre plus facilement, il faut enlever aussi une partie du système aérien, de manière à ce qu'il y ait moins de bourgeons à tirer sur les racines qu'elles n'ont pas, parce qu'on les a taillées aussi, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on commercialise un fruitier ici en racine nue, on enlève une partie du système aérien aussi. C'est pour en fait gagner du temps. Hein. On a tendance à croire que plus on garde de branches et mieux c'est, mais c'est le contraire. Si vous déplantez un arbuste comme le camélia par exemple, que vous voulez lui changer de place, surtout si ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé, enlevez au moins un quart du système aérien. Ça fait très peur, mais c'est une condition de survie pour lui. On voit tout le temps, je vois des personnes qui déplacent des arbustes dans leur jardin, qui ne veulent pas tailler parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de fleurs au printemps. C'est une catastrophe. 6 mois après, la plante est morte. Donc en fait, nous, voilà, c'est une taille qu'on fait un peu
simplement pour la reprise. Donc, dès maintenant, on va pouvoir commencer à réfléchir, à penser à la... Vous pouvez vous rapprocher, hein, n'ayez pas peur derrière. Là. Vous m'entendez Bon, très bien. Bon, je vois du monde qui arrive petit à petit, donc... Dès maintenant, on va déjà commencer à pouvoir parler de taille de formation. Alors c'est ça qui est très important de retenir aujourd'hui. Quand on fait une taille pour former la plante, on ne fait pas une taille de fructification. Si vous avez compris ça, vous aurez au moins 15 sur 20 tout à l'heure tous. C'est important de savoir quelle est la forme qu'on veut donner à votre fruitier et ne pas mélanger une taille de fructification et une taille de formation. Donc, ceci est jeune, ce qui est bien maintenant, c'est de commencer à se dire, tiens, quelle forme je veux lui donner plus tard dans mon jardin. Ce qu'on propose en général ici, c'est de lui donner une forme de gobelet, c'est-à-dire de lui donner de créer des charpentes qui vont aller un peu vers l'extérieur, de lui donner un peu d'air au milieu. Et c'est sur ces charpentes qu'on fera la taille de fructification plus tard. Donc là, déjà, on va pouvoir commencer à se dire, telle branche, peut-être qu'elle ne servira à rien, autant l'enlever tout de suite. Et souvent, on dégomme une ou deux branches au milieu pour pouvoir favoriser les branches autour. On aurait pu faire autre chose encore, quand je disais tout à l'heure, si on veut passer la tondeuse en dessous, favoriser la branche que je viens d'enlever, c'est trop tard, ou en favoriser une autre, c'est-à-dire laisser celle-ci monter au milieu, la tailler à peu près ici, puis les rameaux qui vont démarrer un peu plus haut l'année prochaine, partir de ça pour faire les différentes charpentes. Et celles qui sont en dessous, comme elles sont un peu trop basses et qu'elles vont m'embêter plus tard pour tondre ma pelouse, les éliminer, peut-être pas tout de suite la première année, parce qu'il ne faut pas tout lui enlever non plus. Voilà, ce qui est important de retenir, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut avec le fruitier en fait. Ça peut paraître compliqué, c'est en même temps assez simple. Ici, on va partir sur une petite quenouille, enfin un petit gobelet. Je ne vais pas tous les enlever tout de suite, mais alors ce que je fais aussi pour favoriser la forme de gobelet, je taille sur un bourgeon qui va partir vers l'extérieur, de manière à ce que l'année prochaine, ça continue comme ça tous les ans, quoi. Donc ça, je le fais pour toutes les branches. C'est bizarre, aujourd'hui, elle ne me dit pas, vous taillez pas en biseau droit? Depuis 2 jours, on me demande ça tout le temps. Quand je taille droit, on me dit, c'est pas bien, il faut tailler en biseau. Alors on taille en biseau parce que c'est pour éviter simplement que l'eau stagne. Ouais, voilà. Ah, vous le saviez. Hein. Donc voilà, celui-ci, on aurait pu l'éliminer, je le laisse pour l'instant. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut commencer à choisir un peu la future charpente de la plante. Voilà, ça c'est essentiel. On ne sait pas aujourd'hui encore quelles seront exactement les charpentes, et puis ça peut changer aussi au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de comment on veut faire évoluer la plante. On ne sait pas aujourd'hui si ce sera vraiment celui-ci qui sera la future charpente ou un autre qui va se développer à côté. Ce qui est important, c'est que tous les ans, il faut faire des choix, quoi. L'idée des charpentes, c'est qu'elles doivent être suffisamment écartées les unes des autres. Là, c'est encore à peu près, hein, donc ça va évoluer tout ça, pour pouvoir travailler les différents rameaux qui feront les fruits, quoi. À ce sujet, c'est pour ça que j'ai amené celui-ci. Ça, en fait, c'est la même chose, mais les charpentes sont déjà créées. Donc là, le boulot est déjà fait. Les années qui viennent, on n'aura plus qu'à travailler les petits rameaux à fruits là, qui vont se développer dans tous les sens et sur lesquels il faudra faire les tailles de fructification. Ici, la forme, elle existe déjà. Ça, ce sont des palmettes, des double U, qu'on utilise en général pour les petits jardins, quoi. On met ça contre un mur, on peut en mettre les uns à côté des autres. Donc là, c'est important déjà si vous ne faites pas de taille dessus, ça devient vite compliqué, quoi. Ça part dans tous les sens, et puis à la limite, ça justifie plus le prix qu'on a mis au départ, quoi. Donc voilà, donc là on a un fruitier avec une charpente déjà toute faite. Vous laissez monter la
quelle hauteur? Il est assez haut? Ouais, c'est un peu ce qu'on veut toujours. Enfin, moi je disais chez moi, j'ai envie de les attraper les pommes, de ne pas prendre une échelle et tout. Donc voilà, c'est. On va attaquer ça maintenant. Je vois que vous le regardez avec. Il vous intrigue. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la plantation, sur ce que je viens de dire, sur. Ouais, allez-y, oui. Un pommier qui est planté déjà depuis 2 ou 3 ans avec le vent qui s'est un peu déraciné. Peut-être qu'il n'a peut-être pas été assez enfoncé. Ou le tuteur, vous aviez un tuteur Il dessus. y avait aussi, mais bon, un gros vent. Une fois qu'on est redressé, donc on retasse, on met ce qu'il faut pour qu'il retienne. Et est-ce qu'il y a un système pour qu'il ne recommence pas C'est le tuteur. Hein. C'est le tuteur. Ouais, le tuteur, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut le mettre avant la plante, quoi. On fait le trou, on met le tuteur, on l'enfonce. Il faut vraiment qu'il ne bouge pas. Je pense que le tuteur, il ne devait pas être assez. Ouais. Parce qu'après, si tous les ans ou tous les 2 ans, vous il ne va jamais se développer. Surtout le tuteur. Remettez un tuteur et une masse dessus et demandez à quelqu'un de taper comme. Enfin, il faut pas qu'il bouge. Si ça bouge pas, après la plante, elle va se. Ouais. Parce que faire ça tous les 2 ans, il va pas aimer, quoi. C'est vrai que parfois on a des arbres qui tombent comme ça et. Là, le truc, ça peut être aussi de les laisser comme ils sont, ne pas les remettre et de bien les fixer, puis de retravailler la plante pour favoriser des branches qui partent vers le haut, puis lui redonner une forme, quoi. Il peut très bien avoir un pied comme ça, puis le tronc il redémarre et c'est pas forcément un problème, quoi. Faut pas chahuter les racines tous les ans, enfin tout, ouais. Là, je préconiserais de mettre un tuteur hyper costaud, ouais. Donc voilà, tout ce que j'ai dit, c'est assez théorique, ça peut paraître assez facile, et puis quand on se trouve en face de ça, c'est ce que vous avez. La formation se fait la première au moment de la plantation? Celle que j'ai fait tout de suite au départ, c'était pour la reprise, donc ça c'est quand on vous les commercialise, c'est tout de suite. Si on vous le fait pas, il faut le faire, quoi. Enfin, pour les racines nues, il faut le faire toujours. Ouais. Après les tailles, comme on va faire maintenant, comme j'ai commencé à faire pour former, c'est en hiver. Tous les arbres à pépins, c'est à partir de décembre jusqu'à février-mars. Ouais. Et les arbres à noyaux, c'est souvent quand la sève circule un peu, c'est-à-dire que le cerisier, l'abricotier, c'est juste après la fructification. Cerise, c'est août. J'ai dit abricot? Pêcher, c'est maintenant. Non, je suis en train de m'embrouiller. Donc, cerise et prune, c'est après la fructification. Et abricot et pêche, c'est au printemps, en mars, de préférence. Ceci dit, si vous faites des tailles sur des petits rameaux, sur les arbres à noyaux, c'est pas forcément trop méchant, quoi. En fait, il faut éviter sur les arbres à noyaux de faire des tailles sur des trucs très très vieux, parce qu'en fait, ils cicatrisent mal. Et c'est pour ça que ça suinte dessus, vous voyez de la gomme qui se développe. C'est pour ça qu'on préfère éviter les tailles en plein hiver. Il faut le faire quand il y a un peu d'activité encore. Donc voilà, là on a un exemple. Alors c'est un bout d'arbre que j'ai coupé à côté ici sur un vieux, mais ça illustre assez bien ce qui se passe dans les jardins. Et puis donc là on va faire ensemble un petit peu une taille dessus pour lui redonner une forme. Ça va être ça un peu l'idée, quoi. Pour ça il faudra faire des choix, quoi. Ça on l'enlève, ça on le garde, ça va falloir choisir. Il pourrait y avoir presque autant de tailles qu'il y a de personnes ici. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut au départ, quoi. Alors, moi déjà ici, j'aurais commencé par nettoyer un peu le pied pour pouvoir passer autour. Donc les trucs qui dépassent là. Ceci, je vais le couper un peu plus loin, ceci, parce qu'il est assez épais. Et puis, encore que mon engin il coupe bien. Ça va aller. Faut que je blesse personne aujourd'hui. Donc quand on fait une taille, il faut que ça soit propre. L'idée c'est de le reprendre et de le faire vraiment au ras du tronc. Et puis ici aussi, mais bon là, techniquement c'est un peu compliqué. Mais là il faudrait bien couper au bord du tronc, puis mettre un mastic dessus pour protéger, voilà. Et puis là vous voyez,
On a 3 départs ici en gros, voilà, donc ça sera ça un peu le début de nos charpentes. Mais ensuite ça se complique parce que ça va dans tous les sens. Donc là c'est pareil, il faudra encore faire des choix et puis se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. On va pas faire les 3 aujourd'hui, on va en choisir un. Sur les 3 qu'il y a ici, on va travailler celui-là là maintenant. Parce que sinon ça va durer 3-4 heures. Donc ici on a un peu l'exemple type de ce qui est bien pour les fruitiers, c'est-à-dire des rameaux qui partent un petit peu à l'oblique, voire, je ne vais pas dire à l'horizontale, mais à l'oblique. Dans la taille fruitière, en général, on élimine les rameaux qui partent à la verticale. Ça ne donne jamais vraiment des fruits, quoi. Quand on oblige la plante à partir un petit peu à l'horizontale ou à l'oblique comme ça, on provoque plus facilement l'apparition des boutons à fleurs et à fruits par la suite. Donc quand on a des rameaux qui partent à la verticale, enfin, je peux revenir, hein, ça en général, ça a moins de chances de donner des fruits que des rameaux qui partent un peu à l'horizontale. Donc ici déjà on a une charpente et puis on en a 2 ici, à mon avis. Moi j'aurais fait un choix, j'en aurais éliminé un, quoi. Pour 2 raisons, parce que ça sert à rien d'en avoir 2, puis en plus on a l'autre charpente qui se trouve à côté ici, donc en fait on va faire de la concurrence. Hop. Carrément, voilà. Il faut leur donner de l'air aux plantes, hein. C'est pour qu'il y ait des fruits qui mûrissent, pour qu'il y ait des rameaux qui se développent sainement, il leur faut de l'air. Alors petite chose très importante, si vous avez un fruitier que vous n'avez pas taillé depuis 3, 5, 15 ans et puis que vous dites tiens super, maintenant j'ai tout compris, je vais y aller, je prends la tronçonneuse, le faites pas en 1 an, faites-le en 2, 3, 4 ans. Je donne un exemple théorique, hein. Vous avez 10 charpentières, vous voulez en garder 5. Tous les ans, vous en éliminez 2 à peu près, quoi, 2, 3, enfin, ne faites pas tout d'un coup. Pour revenir sur un arbre qui n'a jamais été taillé, que vous voulez ramener à une forme qui vous va, mettez 2 ou 3 ans, quoi. Ne le faites pas d'un coup, parce que si vous le faites une taille très sévère, il va repartir à faire que des rameaux, ça va le stimuler à faire que des rameaux à bois et pas à fruits. Et il arrive, hein, tous les ans, nous ici, on entend des personnes qui ont taillé leur fruitier ou alors qu'on leur a taillé d'une manière un peu sévère et pendant plusieurs années, parfois ils n'ont plus de fruits du tout. Donc il faut y aller tranquillement. Ensuite, sur la taille de fructification, c'est en fait assez simple, hein. Une fois qu'on a sa charpentière plutôt, les rameaux qui vont porter les fruits, d'une manière générale, ils devront faire la longueur d'un sécateur. C'est un petit peu ça en théorie qu'il faut retenir. Tout ce qui dépasse trop, ben, c'est pas logique, quoi. Donc tout le reste, enfin, on va tailler plus ou moins. Ici, on a un arbre qui était un peu à l'ombre, donc il n'est pas... J'ai un petit rameau que j'ai coupé ce matin, il ne doit pas être loin. Il vous illustrera un petit peu mieux, parce que ici, pour faire... il manque les rameaux, les boutons à bois et à fleurs, là, c'est pas très évident. Mais d'une manière générale, c'est ça qu'il faut retenir. On a une charpentière, et après, les fruits vont se former sur les rameaux qui font 20-30 cm maximum. Donc c'est tout ça qu'il faut la tailler. La taille de fructification, c'est très simple en fait. Enfin, le souci, c'est qu'on a peur toujours, quoi. Alors c'est moins évident ici parce que, ouais, comme ils sont tous un peu... Alors, celui-ci, on peut partir du principe que c'est un rameau qui est tout droit, donc on va le... Ouais, celui-ci, il est un peu sec, c'est pas... Celui-ci, je l'enlève parce qu'il m'embête, les concurrences, on ne voit plus. Ah, c'est pareil, il faut à mon avis faire un choix aussi, hein, où... Moi j'aurais toujours tendance à garder celui qui a un petit rameau qui va porter des fruits. Là il se trouve qu'il a des petits boutons qui risquent de donner des fruits l'année prochaine. Et puis on favorise ici. Donc voilà, là on a pratiquement taillé cette
cette branche pour qu'elle fasse des fruits l'année prochaine. Sachant qu'elle est un petit peu malade, un petit peu, c'est pas exactement ça. Donc une question qu'on nous pose souvent aussi, mais on s'arrête quand là? Parce que là, bientôt on va... Toujours pareil, on fait ce qu'on veut. Si dans 2 ans, je veux revenir de 50 cm, je peux très bien tailler ici. Et là, il y en a un autre forcément qui va se développer. Donc ce ne sont que des tailles continuelles qu'on va refaire tous les ans, puis continuer à le travailler. Voilà un petit peu en théorie la taille de fructification. Je vais vous prendre un rameau que j'ai coupé ce matin. Celui-ci est un peu à l'ombre, donc on a du lichen et tout ça. Ça c'est un petit peu plus, ça va illustrer un petit peu plus, parce que dessus on a tous les rameaux qu'il faut, enfin tous les bourgeons qu'il faut. Alors pareil, comment reconnaître les boutons qui vont faire du bois et puis les boutons qui vont faire des fruits? Ça c'est assez simple. Quand vous avez des boutons, enfin des bourgeons qui sont plaqués contre le rameau, ce sont des boutons qui vont faire du bois, ça. Donc là, il n'y a que des boutons à bois, c'est ça. Le but de la taille de fructification, c'est en fait de transformer ça en boutons à fruits, à fleurs, quoi. Donc en général, quand ça pousse d'une manière droite comme ça, on les élimine, quoi. Et les bourgeons à fleurs, ce sont des bourgeons qui sont duveteux. Ah tiens, si je pensais que j'en aurais eu un peu plus, mais là on en a un petit peu, enfin il est entre les deux. Vous voyez, quand ils sont un peu pointus comme ça et duveteux, ça c'est destiné à faire des fleurs l'année prochaine. Et c'est pas sûr encore, mais c'est destiné. Il est un peu intermédiaire celui-là. Je pensais que j'en aurais eu un petit peu plus là-dessus. Enfin, voilà, ça va quand même illustrer un petit peu ce que je voulais vous présenter là tout de suite. Donc là c'est comme si on avait un rameau, ça peut être la fin d'une charpentière. Alors ici, là c'est pareil, on peut éliminer un peu celui qui va vers le centre, et puis les deux autres, on va leur faire ce qu'on appelle une taille à 3 yeux. Ça vous avez tous entendu parler dans les livres aussi. Les tailles trigèmes, les tailles à 3 yeux, en fait c'est ce que je disais à l'instant, c'est ce qui va obliger la taille qui va obliger les bourgeons à se transformer à fleurs. En général, hein, d'une manière théorique, ce qui se passe quand on fait une taille à 3 yeux, ou 4 yeux, 5, enfin c'est pas... Sur des rameaux comme ça, le premier il repart à bois, et les deux autres, ils font les 2 ou 3 autres en dessous, ils font des bourgeons à fruits. Et l'année suivante, on le retaille, et puis après, tac, on a des fruits dessus. Entre temps, il y en a un autre qui va réapparaître, on recommencera, donc c'est tout le temps comme ça, on fait de la taille de fructification. Donc les rameaux un petit peu qui ont poussé sur l'année, c'est ça qu'on fait dessus. On fait une taille courte comme ça, à 3 yeux. L'année suivante, on a quelques boutons à fleurs dessus. Et puis l'année qui suit encore, on a les fruits dessus. Donc ici, on a encore quelque chose d'un petit peu... Ceci, je le coupe parce qu'il concurrence. Là, je peux très bien couper au-dessus d'un bourgeon. Bah, là, on en a un, normalement, qui l'année prochaine devrait faire des fruits. Là. Voilà. Il est moins évident celui-ci parce qu'il ne part pas droit comme on voudrait, mais on peut pareil lui dire de repartir par ici, puis tailler au-dessus d'un bourgeon pour que la charpente continue sur un bourgeon qui continuera après par la suite ici, quoi. Celui-ci il est tout petit, on peut le laisser. Ces deux on pourrait presque le laisser aussi parce que là on a encore un petit rameau un peu particulier, assez courant sur les arbres fruitiers, c'est ce qu'on appelle les brindilles couronnées. Ce sont souvent des branches un petit peu fines comme ça, avec au bout un bourgeon duveteux, et ça c'est un bourgeon à fruits aussi. En théorie, ceci devrait faire des fruits aussi. Donc on peut le laisser, hein, ces deux, il y a un peu d'air autour, on peut les laisser, et en théorie, l'année prochaine, là on aura des fruits. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle les brindilles couronnées, quoi. Ce qui risque de se passer, c'est que ça va faire des fruits, ça va lui tirer un peu sur la couenne, et le fait d'être penché comme ça, les autres bourgeons ici risquent de se développer aussi à fruits. Donc l'année suivante, on retaillera là, puis là on aura des fruits à nouveau, quoi. En théorie. Après, toujours pareil. Et les tout petits bouts, il y a des tout petits bouts le long des branches, des tout petits bouts comme ça. On en fait quoi? S'il y a des boutons à fruits dessus, gardez-les, quoi. S'il y a des boutons, c'est duveteux en général, vous les gardez, hein.
Le but, c'est d'avoir des petits rameaux, on appelle ça des coursonnes en fait. Les coursonnes, ce sont des petits rameaux qui portent les fruits. Tout ça, on garde. S'il y en a beaucoup en concurrence, et s'il y en a presque trop, il faut aussi de temps en temps en éliminer quelques-uns, même s'il y a des fruits dessus. Ça, il faut savoir faire aussi, quoi. Si vous avez trop de fruits, bon, ils seront plus petits, évidemment. Vous aurez des pommes un petit peu moins grosses. Donc, je ne sais pas si... Enfin, j'espère que ça commence... Enfin, que vous voyez un petit peu. Hein, donc, retenez bien entre ce que vous voulez obtenir, des charpentes, et puis à partir de là, on attaque, on y va, quoi. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est de prendre le sécateur et puis de faire, et puis d'observer, et puis de revenir dessus. Tiens, ça c'était bien. On ne sait jamais trop comment la plante va pousser. De toute façon, ça, c'est pas nous qui choisissons tout, heureusement. Donc voilà un petit peu pour la taille de fructification. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Sûrement pas, mais l'idée c'est de donner des pistes, c'est ça que je veux aujourd'hui, c'est vous donner des pistes pour vous obliger à prendre le sécateur. L'autre idée c'est de ne pas hésiter à aller à des démonstrations à faire. Les sociétés d'horticulture en font aussi, donc vous voyez d'autres personnes qui expliquent, vous voyez d'autres situations. Quand on va dans des vergers, c'est vraiment très bien aussi. Ici j'essaye de donner un peu les conditions pour... Enfin on y est presque dans un verger là, mais... Donc voilà un peu pour les tailles. Le poirier, c'est un peu la même chose. Les arbres noyaux, on les taille un peu moins en général. Il y a des tailles de fructification aussi qui sont un petit peu dans le même principe, que je connais moins bien, mais pour ceux qu'on taille au printemps, comme le pêcher et puis l'abricot, là la taille est un peu différente parce qu'en général, un rameau qui a fait des fruits, il n'en donnera pas l'année suivante, donc on les élimine. C'est un peu ça la grosse différence entre pêche et abricot. Et après les arbres qui se développent beaucoup. Pas les faire maintenant. Comment? Les pêcher. Ah oui, parce que moi on m'avait C'est dit plutôt- après la fructification, une fois parce qu'on voit bien ce qui est mort et ce qui... On peut les enlever aussi, mais c'est vrai que souvent on le fait au printemps, quoi. Enfin, on le fait au printemps parce que les bourgeons évoluent très vite aussi. Oui, parce qu'il y a déjà les fleurs, il y a déjà tout Oui, au printemps. oui, on le voit bien, ouais. On coupe avec les fleurs. Comment? On coupe avec les fleurs. Bah, c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'il ne faut pas couper justement aussi, quoi. Il ne faut pas couper forcément ce qui fait des fleurs, mais on voit aussi ce qu'il faut pas faire, quoi. Parce qu'il y a les pêchés, ça repart plein du pied. Il faut couper tout ça. Quand ça part du pied, c'est-à-dire? Toutes les branches qui repartent du tronc du bas, il faut les couper, c'est des gourmands tout ça. Si ça part en dessous le porte-greffe, oui. Ouais, ça peut arriver, ouais. Pour le kiwi. Le kiwi, on taille en hiver. Le kiwi, c'est une liane, ça pousse énormément. Donc là, il faut le discipliner un petit peu aussi, ouais. Et ce qui compte déjà, c'est le discipliner, lui mettre des structures importantes pour qu'il puisse tenir. Et là, c'est pareil. Enfin non, c'est pas tout à fait pareil, parce que lui va faire des fruits sur les rameaux, sur les rameaux de l'année. Ouais. Donc en fait, c'est un peu comme la vigne. Vous voyez, on garde une branche comme ça. On élimine un peu tout ce qu'il y a autour, et puis c'est les rameaux qui vont se développer. Là, la discipline est encore plus importante pour qu'on soit pas, une fois qu'il se développe, qu'on ne soit pas envahi, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait sur des rameaux de l'année, en fait, quoi. Donc l'idée, c'est de lui mettre une charpente, et puis souvent ce que je préconise, c'est de mettre des fils tous les 80 cm, et puis un peu comme on fait pour la vigne, là, c'est-à-dire on met un rameau là tous les ans dessus, et c'est à partir de là que les fruits vont se former. Ouais. Et sinon, au départ, on laisse à peu près la même distance avec 2-3 yeux aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une espèce de taille à 3 yeux, quelque chose comme ça aussi, quoi. Ouais. Mais il faut de l'espace, ouais. Et là où il y en a eu, il n'y en aura plus alors, sur cette tranche-là. Souvent, on les retaille après tous les ans. De toute façon, tous les ans, il faut revenir dessus, sinon c'est la foire. On va parler un peu des maladies maintenant. La maladie qui est la plus courante, alors c'est bizarre que j'en ai pas ici, d'habitude j'en ai tout le temps. C'est le chancre. Ah non, je les ai mis là, je sais. Alors, le chancre, c'est un champignon.
provoque en fait des espèces d'excroissance. Il va faire un petit peu, une fois qu'il va attaquer, il va faire une excroissance, il va faire le tour et puis la branche va tomber, va casser, elle va pourrir. Donc là on a du chancre, là je ne sais plus si c'est la vieillesse ou le chancre, mais à mon avis il y a de tout. Là on a un chancre encore, là on en a un, ici on en a un, enfin il y en a partout. Donc ça c'est un champignon assez embêtant. Quand on en a, en fait, il n'existe pas de traitement curatif et il n'en a jamais existé. Même du temps où on avait des produits. Donc la seule méthode, c'est de le prévenir, quoi. Donc pour le prévenir, il faut déjà lui donner, comme je vous disais en tout début d'exposé, de bonnes conditions. Les sols acides, ça le favorise. Après, pas trop d'humidité. Quand il est un peu à l'ombre et puis qu'il y a des humidités un peu stagnantes, ambiantes, là, ça provoque le chancre aussi. Donc il faut que les arbres aient de l'air. Il y a quelques variétés qui sont plus sensibles que d'autres aussi, mais bon, ça, voilà. Et une fois que, quand vous en avez, si vous en avez un peu, vous affolez pas, hein, c'est pas catastrophique, vous en avez sûrement tous un tout petit peu si vous avez plusieurs pommiers. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est déjà, c'est assez facile, c'est de couper les rameaux où il y en a, quoi, tout simplement. Ceux-là, on les élimine. Ce qu'il faut retenir quand vous coupez les rameaux qui ont du chancre, c'est de couper assez bas en dessous. Si vous coupez trop près, j'ai pas le bon exemple là parce que le chancre, on sait bien, il est plus. Souvent, j'en avais un hier. Voilà, ici on le voit, c'est tout petit. Je sais pas si vous voyez d'où vous êtes. On voit le chancre qui, en fait, il descend profond dans le tronc. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut descendre la coupe assez bas en dessous. Ouais, vous voyez, c'est tout petit. Hein. C'est le caméraman. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Là, le chancre, il est descendu. Ouais. C'est le petit point noir qu'on voit. Alors, c'est vraiment un peu. Ouais. Faites le tour avec, gardez-le si vous voulez. Puis, donc, ça, c'est une des premières luttes que vous pouvez faire. Autre chose, quand vous faites aussi de la taille, j'en ai pas parlé ces derniers jours, mais c'est de désinfecter vos outils aussi. Ouais. Avec de l'eau de javel ou. Enfin, moi, de l'alcool, de l'eau de javel, vous désinfectez vos outils aussi, parce que c'est comme ça qu'on transporte les rameaux qui sont atteints comme ça. Alors, c'est interdit aujourd'hui, mais il faut les brûler, mais au moins ne pas les laisser au pied de l'arbre, quoi. Le dégager le plus loin possible. Après, il existe un produit qui prévient de ça, c'est le cuivre, hein, la bouillie bordelaise, hein, qui est assez connue dans les jardins. Donc ça, quand vous faites une taille de fructification ou une taille quelconque comme j'ai fait ici, après ça, vous pouvez appliquer de la bouillie bordelaise. Une bouillie bordelaise, c'est pareil, c'est un produit que l'on met dans un petit pulvérisateur et puis qu'on asperge sous forme de brouillard sur l'arbre, quoi. Donc le cuivre, il va empêcher les champignons de se développer dans la plante. Il ne va pas les tuer, mais il va les empêcher de venir. Donc si vous les mettez juste après la taille, ça va déjà bien calmer le chancre. Et il y a 2 autres périodes, vous pouvez faire cette application aussi de cuivre, hein, c'est au débourrement de la plante. Donc au printemps, là, dès que les bourgeons commencent à se développer, c'est une porte d'entrée aussi pour le chancre. Donc appliquer un traitement à la bouillie bordelaise, ça va aussi bien éliminer le chancre. Et une autre période aussi où vous pouvez le faire, c'est quand les feuilles tombent. Lorsque les feuilles tombent, à la base de chaque feuille, à la base de chaque pétiole, vous avez une petite cicatrice, c'est une porte d'entrée aussi pour les champignons. Donc c'est souvent à cette époque-ci, hein, qu'on fait ça. C'est bon, ça fait le tour. Donc voilà pour le chancre. Je pense que j'ai dit. Comme j'ai ce petit rameau là c'est pareil, je le vois. Enfin, je ne sais pas s'il y en a dedans, mais vous avez souvent aussi des petits amophles au nœud blanc dans les fruitiers aussi. Oui. J'en avais un rameau là j'ai pas, mais on voit des petits flocons blancs. Alors je me demande si ce qu'il y a là, c'en est pas un petit peu.
vais le faire circuler là parce que c'est très petit. Puis la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous avez des lunettes donc vous ne voyez pas de loin. On voit un petit peu de blanc. Alors je pense que, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'en est. C'est le puceron lanigère. Le traitement, Donc le puceron lanigère, c'est assez compliqué. Ouais. pour moi, ça marche très bien. C'est interdit, ouais. C'est intéressant. Moi, j'ai pas le droit de vous le préconiser. En tant que vendeur, j'ai pas le droit de dire ça. Non, non, je sais. Mais je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des produits un peu dans ce style-là, alcool à brûler, tout ça. Mais c'est pareil, quand on en a beaucoup. Mais je vais encore redire ce que je disais au départ. Normalement, un plant qui est dans de bonnes conditions, le puceron lanigère, il vient pas trop, quoi. Ça dépend des arbres, ça dépend des Il variétés. y a des variétés qui peuvent être plus sensibles. S'en débarrasser. S'il y en a quelques-uns, voilà, comme ça, ouais. Mais d'une manière générale, c'est souvent un signe de faiblesse. Ouais. C'est comme nous, hein, quand on attrape un rhume, c'est que on n'était pas assez couvert, ou on n'est pas bien, on est fatigué. Les plantes, c'est un peu pareil, quoi. Parce que je suis en train de vous dire, c'est que pour l'ensemble des maladies, hein, c'est comme nous, hein, si on prévient, on en a beaucoup moins, quoi. Donc concernant le puceron lanigère, il y a un traitement un peu mécanique, c'est-à-dire c'est apporter des huiles dessus, les huiles... voilà. Enfin, il y en a plusieurs, hein, plusieurs. En matière active, aujourd'hui, sur le marché du particulier, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des choses quand même. Ce sont des huiles, tout simplement, qui tuent l'insecte en l'étouffant. Voilà. Donc on applique ça l'étouffe, et puis il n'aime pas trop. Et sur le puceron lanigère, c'est pas toujours évident de le réussir. Ouais. Je vais pas vous embaucher pour vendre, moi. Je te dis comme ça. C'est vrai que c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Il y a le savon noir. Alors, l'idée, ça peut être de prendre des produits comme ça, puis avec une petite brosse, de frotter dessus. Ou avec des produits comme il a dit, mais j'ai pas de dire, c'est pas top non plus. Hein. Ça aide aussi. Après, j'ai des petites techniques que j'écoute que j'apprends avec des personnes comme vous qui ont des expériences ou des bouquins qu'on lit aussi, qui vont peut-être vous surprendre, mais bon, on m'a dit que ça marchait. Vous connaissez ça? La capucine. Ouais. Alors Cécile, c'est assez fantastique ce qu'elle peut faire dans vos vergers, ça. La capucine, donc c'est une petite graine qu'on plante et puis qui pousse d'une manière exubérante et qui est presque envahissante même. Enfin bref. Sachez que vous pouvez manger les fleurs, donc déjà, c'est bon. La graine aussi, c'est pas ce qu'on appelle des capes. La graine, comment vous dites? La graine de la capucine. Elle fait quoi? C'est pas ce qu'on appelle le cap. Je sais pas. Non, peut-être. Le premier effet qu'elle va avoir dans votre jardin, la capucine, c'est quand elle va se développer, elle va attirer tous les pucerons. Vous serez envahi de pucerons sur cette plante. Alors ça peut paraître étonnant, hein, de dire tiens, on attire les pucerons et puis sur mes arbres. Et en fait, comme elle va attirer les pucerons avant tous les autres plantes en général dans le jardin, elle va aussi attirer tout ce qui est auxiliaire, c'est-à-dire tous les bestioles qui mangent les pucerons. Donc quand les pucerons vont commencer à venir sur vos fruitiers, vous aurez déjà les auxiliaires et ça va lutter contre. Donc vous allez créer un équilibre dans votre jardin grâce à ça. Ça ne va pas forcément tuer le puceron. Oui, si vous voulez, merci. Ça se plante quand, la capucine? C'est au printemps, hein. Vous le mettez en terre et puis il se développe. Il a un autre effet, alors pareil, ça je l'ai appris dans les bouquins ou avec des personnes, mais je vous en parle quand même, ça vaut le coup de l'essayer. Une fois que la capucine va c'est une annuelle, en hiver ça meurt. Quand elle va se décomposer dans le sol, elle va libérer des éléments qui vont favoriser la résistance aux maladies et aux insectes dans les fruitiers. Et dans l'exemple que je vous dis, une personne avait lutté contre les pucerons lanigères, au bout de 2-3 ans, il n'y en avait plus avec ça. Ouais. Ça libérait des éléments, soufrés, enfin je sais pas, toutes sortes d'oligo-éléments dont la plante a besoin pour se renforcer. Et petit à petit, la plante était revenue contre le puceron lanigère. Donc il faut les planter au pied des fruitiers. Ouais, autour, au pied. Ouais. Donc voilà, ce qui est important pour moi de faire passer comme message, hein, c'est qu'en créant des équilibres, en apportant d'autres petites solutions comme ça évite de travailler comme on a été un petit peu éduqué, c'est-à-dire que quand on a une maladie, un puceron, c'est de prendre le lance-flamme et puis on tue. Et en fait, l'idée c'est de plutôt créer un équilibre dans le jardin, quoi. Donc voilà un exemple. Il y en a plein des exemples comme ça.
Celui que j'aime le plus, c'est celui-là. Vous connaissez ça, sans doute. Ouais. Comment? Elle est un peu grosse. Ouais, mais elle vole pas, là. Elle est mignonne quand même, non? Elle rentre pas dans le trou. Elle rentre pas dans le trou en plus, non. C'est pour ceux qui ont des lunettes comme moi qui voient bien. Alors la mésange à elle seule, un couple de mésanges qui fait une nidification à elle seule peut manger, dites-moi un chiffre, en chenille, combien par nichée? On n'a pas parlé de la chenille encore, mais bon, il y en a sur les fruitiers aussi. Ouais. Je l'avais oublié hier, mais je l'ai relu avant de venir ici, donc entre 5 et 10 000 chenilles. Donc un petit couple de mésanges qui va nourrir 6 ou 8 petits, parce qu'ils en font un paquet. En 15 jours, 6 ou 8 000 chenilles. Donc voilà un petit exemple de ce que peut faire un petit nichoir que vous installerez dans votre verger. Un petit nichoir comme ça, on dit que ça peut protéger 40 fruitiers à peu près. Enfin voilà, c'est un chiffre. Vous n'êtes plus rien là, hein? Vous êtes cassé là, je trouve. Hein? Là, j'ai pas dit que c'est ça qui va lutter contre les chenilles. Une fois que vous l'aurez installé, il faut déjà que... Enfin, des mésanges, il y en a partout ici, il y en a dans les jardins. Nous, dans cette serre-ci, je crois qu'on a 2 couples, tous les ans. Ça, c'est la mésange charbonnière, et ça, c'est un nid pour la mésange bleue, parce que la mésange bleue est plus petite. Hein. La charbonnière, même la vraie, passe pas ici, mais c'est plutôt 32 mm. Donc les oiseaux comme la mésange et les différents insectivores aussi, ils vont, pendant leur nidification, là, ils ont besoin de beaucoup de carburant pour nourrir les petits, mais tout le reste de l'année c'est pareil. Ils vont aussi se nourrir le long des arbres. On les voit, les oiseaux, dans les arbres en hiver en train de chercher les petits insectes qu'on ne voit pas à l'œil nu, hein. Des micro-pucerons, des larves de pucerons, des larves de cariens, des larves de je sais trop quoi. Ils picorent là-dedans durant tout l'hiver. Et alors là, j'ai pas de chiffre en nombre de grammes ou de kilos de petits micro-insectes qu'ils peuvent manger. Et c'est pareil, ça fait du nettoyage aussi. Est-ce qu'il faut les encourager, les oiseaux, avec une table, à les donner à manger, ou au contraire, ne pas les donner à manger? Ouais, là, il y a différentes écoles pour ça. Moi, je pense que quand on le fait, il faut le faire, quoi. Si vous le faites et puis que vous partez en vacances 15 jours, alors que le froid arrive et que vous ne vous faites plus, vous leur aurez donné de mauvaises habitudes, quoi. Et là, vous risquez de les faire. Donc, quand on le fait, il faut le faire d'une manière régulière. Ouais, la mortalité est très importante chez les oiseaux. Hein. Les couples de mésanges, au bout d'un an, c'est 10% qui passent l'hiver. Hein. Donc ça peut aider. Après, ouais. C'est sympa aussi de voir ça devant la fenêtre. Donc voilà pour les mésanges. Un autre exemple aussi que je peux vous donner, on parle souvent de la cloque du pêcher. Ça, on vient nous, tous les ans, c'est pareil ici, arrivé en été, on vient nous voir, on dit ouais, la cloque du pêcher. Ben, en général, c'est trop tard quand c'est arrivé, donc pour lutter contre ça aussi, il y a un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce sont des traitements un peu fongicides avec la bouillie bordelaise en début de saison, au débourrement. Quand le champignon s'installe et qu'on ne le voit pas encore, ça va déjà l'éliminer un petit peu. À ce sujet, concernant les pucerons aussi, les produits qu'on utilise, il faut toujours le faire aussi au tout début des attaques si vous voulez, si vous avez peur d'être envahi et que vous souhaitez traiter, c'est le faire toujours au début des attaques, c'est-à-dire quand il n'y en a presque pas. Quand vous êtes envahi, aujourd'hui les produits qu'il y a, et même autrefois quand il y avait des produits plus costauds, ça ne marche jamais très bien. Et souvent, on vient nous voir pour trouver une solution quand il y en a partout, quoi. Donc pensez toujours, hein, qu'il faut agir avant. Quand c'est les produits, c'est au tout début des attaques. Et sinon, toujours pareil, c'est de créer des équilibres, comme je viens de vous dire jusqu'à présent. Donc en ce qui concerne la cloque du pêcher, là c'est pareil, c'est une astuce une astuce de grand-mère aussi, sur laquelle j'avais lu dans les bouquins, et puis ça m'a été confirmé hier avec les personnes qui étaient là, et le 11 novembre, les personnes qui étaient là aussi, c'est de mettre des coquilles d'œufs dans les arbres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? La coquille d'œuf, alors on dit de mettre ça dans un petit filet, de le suspendre dans l'arbre. Et ce sont des choses qui sont utilisées en biodynamie, hein, chez des personnes qui travaillent d'une manière en agriculture biologique. Et ça va libérer de la silice.
Et là, c'est pareil, au bout de, peut-être pas la première année, mais au bout de 2-3 ans, ça va renforcer la plante et ça va permettre au pêcher, entre autres, de lutter contre la cloque du pêcher. Il y a un autre produit qui va apporter beaucoup de silice, c'est la prêle, le purin de prêle. Voilà, ça c'est très très bon pour les plantes aussi, ça les renforce énormément. Il y a la Tanésie aussi. C'est contre les pucerons aussi, ça, non? Il faut mettre au pied. Oui. On m'a dit de mettre de la Tanésie. Je crois que ça, c'est un insecticide plus, ouais. Des pieds de Tanésie aussi, ouais. En fait, des petites recettes comme ça, il y en a beaucoup. Tout ce qui est à base d'ail aussi, c'est très bien. Oui. Ouais. Les ciboules, les ciboulettes, l'ail, les tulbagioles, enfin tout ça, tout ce qui sent un peu l'ail comme ça, ce sont des insecticides aussi, ouais. Donc voilà, encore un petit truc que vous pouvez utiliser si vous avez la cloque du pêcher. Donc on a fait le tour de pas mal de... Si les chenilles encore qu'on n'a pas trop... Si les chenilles on en a parlé avec la mésange, là c'est pareil, si vous pouvez aussi traiter avec un produit qui est utilisable en agriculture biologique. C'est celui-là. Ça c'est en fait ce qu'on utilise contre toutes les chenilles d'une manière générale, hein, sur les arbustes, sur les rosiers, sur les pommiers. C'est un insecticide à base de bactéries. En fait c'est une bactérie en fait, que la chenille va manger puis ça va lui faire un peu un effet... Mais ça tue pas les chenilles à papillons, ça? Ça tue tous les chenilles. Ah oui, donc Ouais. Tout ce qui tue une famille de plantes, de produits, ça tue tout. Ouais. Mais si vous êtes voilà, ça tue pas tous les insectes, ça tue les chenilles. Ouais. Oui, mais pas des papillons, mais ça fait... Non, ça tue pas ça va tuer les chenilles qui vont manger les feuilles des arbres. Quoi. Forcément aussi, s'il y a des chenilles de papillons dessus, ils vont pas aimer. C'est pour ça quand on traite des produits comme ça sur des zones humides contre les moustiques qui piquent, ouais, c'est vrai que là, je suis un peu moins d'accord. Quand on cible le produit, donc en fait là les chenilles, il faut traiter le soir, les chenilles vont sortir la nuit, manger les feuilles et puis ça avec, et puis voilà, donc ça va éliminer quoi. Souvent on me demande aussi de la chaux. Est-ce qu'il faut mettre de la chaux sur les fruitiers? Vous savez, c'est les produits blancs qu'on met au tronc là. Ça c'est pareil, ça désinfecte tout. Moi je préconise de le mettre si on a eu des fortes attaques de pucerons, d'acariens. Ce sont des insectes qui vont hiverner dans les anfractuosités de tronc en hiver. Donc quand vous mettez de la chaux, ça va tout nettoyer, quoi. Donc moi je préconise de le mettre si on a eu des attaques. Si on n'a rien, encore une fois, comme ça tue tout, comme vous le disiez à l'instant, c'est pas forcément nécessaire de tout tuer, quoi. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est maladies, insectes. Je ne sais pas s'il y a des questions sur d'autres choses que vous avez... J'ai entendu parler du carbonate de calcium pour éviter les taches sur les pommes. C'est la chose. Ouais, c'est un peu... Le calcium, c'est de la chaux, c'est aussi... C'est un oligo-élément qui va renforcer aussi. Comment? C'est la même chose que la chaux. Le calcium, le calcaire, tout ça, c'est des éléments... ouais. Le calcium, je crois que c'est l'élément assimilable par la plante et qui va renforcer. On trouve ça dans le merle, dans la chaux aussi. Ouais. Ça fait partie un peu des nombreux éléments minéraux qu'on trouve dans le sol plus ou moins. Et puis quand on apporte, ça favorise la résistance aux plantes. Ouais. Ouais. En fait, tout ça, vous trouvez tous ces éléments plus ou moins dans les sols. Vous en trouvez aussi quand vous apportez des fertilisants comme ça. Mais le calcium, ouais, c'est très recommandé pour les fruits en général. Ouais. Ouais. Toutes les plantes ont besoin de tous les éléments, hein, de l'azote, du phosphore, de la potasse. Sachez que quand on en met beaucoup, c'est pas forcément bon. Hein. Si vous mettez trop d'azote, ça va surtout favoriser les feuilles et les pucerons aussi. Quoi. Si c'est trop tendre, les pucerons vont se développer plus facilement. Mais il en faut quand même, l'azote, ça va permettre plutôt les fruits, quoi. Et c'est pour ça qu'on préconise aussi de mettre des engrais phosphopotassiques à l'automne. Ça, c'est pour permettre d'avoir des meilleurs fruits, quoi. Tous les engrais qui sont à base de phosphore et de potasse, c'est pour les fruits et les fleurs, quoi. Donc,
Vous regardez un engrais géranium ou un engrais pour les fruits, c'est souvent à base de phosphore et de potasse, quoi. Ouais. Encore une fois, tout ça, vous les retrouvez sous forme organique là-dedans. Pour en revenir à la taille, les pruniers, c'est à quelle époque vous avez dit qu'on sera- les pruniers? Plutôt en septembre-octobre, quoi. Ouais. Après, en hiver, vous pouvez le faire sur des rameaux fins, quoi. Enfin, Ouais, c'est des rameaux si votre arbre a tendance à faire à suinter tout ça, ouais, c'est peut-être vaut mieux éviter un peu de le faire trop en hiver, quoi. Si ça a tendance à suinter, faites-le le plus tôt possible. Ouais, on a un prunier qui ne fait pas de fruits, quoi. Depuis combien de temps? Bon, non, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Quoi. Alors le prunier, souvent, pendant 2-3 ans, il pousse, il fait rien. C'est assez caractéristique du prunier. Et si après il continue à faire rien, c'est que vous n'avez pas mis la bonne variété, ou la pollinisation n'a pas été bonne. Faut pas qu'il soit tout seul. Ouais. Comment? Faut qu'il y ait une pollinisation. Pour les pruniers, c'est mieux. Ouais, je sais pas, vous vous souvenez de la variété que vous avez mis? Souvent, nous, on préconise la Victoria aussi, qui est auto-fertile, qui se débrouille assez bien tout seul et qui marche bien, quoi. Les Reine Claude, c'est moins évident chez nous. C'est ce que j'ai. Moi, c'est un Reine Claude, il fait rien. Ouais. Alors, il fait des grandes tiges toutes droites, donc elle doit tout couper. Il est plus dur en pollinisation et puis en fruits, il est moins régulier. Alors, Moi, j'ai 3 prunes. ouais. Et cette année, j'ai dû... Il y a d'autres variétés de prunes à côté Non, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a les pêchés, il y a les premiers poiriers. Les Reine Claude, moi, j'aime pas trop. Enfin, je le dis à chaque fois que je vends que c'est moins régulier chez nous. Et c'est moins régulier pour une raison toute simple, c'est que ce sont des plantes qui sont originaires de climats continentaux. Ils ont besoin d'avoir du chaud en été et du très froid en hiver pour bien rentrer en dormance. Ici, ils n'arrivent pas à rentrer en dormance, donc ils peuvent fleurir n'importe quand en hiver. Et ça les fusille. Enfin, ça fusille un peu la fleur. Il faut les tailler maintenant. Vous pouvez faire un petit peu en hiver, ouais. Mais ça peut être une raison. Après, il y a toujours des personnes chez qui ça marche. Hein. J'ai des mirabelles aussi, il a 40 ans, il donne. Ils ne donnent pas non plus. Ça peut être lié à la même... ouais, Mirabelle de Metz et de Nancy, c'est pas Mirabelle... c'est... Ouais. Mais j'entends par des personnes qui réussissent bien la Mirabelle. Alors, nous, on propose une Mirabelle qui marche bien en Bretagne, qui s'appelle la Badoual, mais qu'on n'a pas réussi à avoir cette année. Notre fournisseur ne nous a pas fait. Enfin, il y a pénurie surtout sur la planète actuellement, dont les fruitiers aussi. Mais retenez la Badoual, l'année prochaine on en aura. Alors, peut-être on en trouvera cette année, mais c'est un peu compliqué. Et cela marche. Ouais. Mais la Mirabelle de Metz et de Nancy, comme son nom l'indique, c'est des climats continentaux, ce sont des plantes qui ont besoin de... Ça peut être ça la cause. Hein. Ouais. Ou une mauvaise pollinisation aussi. En parlant de pollinisation, hein, pratiquement tous les fruitiers, hein, pommes, poires, cerises, abricots, ont besoin d'être pollinisés. Donc pour ça, il faut mettre 2 plantes de variétés différentes pour que la pollinisation se fasse. En pommier, on conseille beaucoup la reine des rainettes et la coxe orange. Elles ne sont pas meilleures que les autres, mais elles fleurissent plus longtemps que les autres. Donc elles attrapent les premières floraisons et les dernières floraisons. C'est pour ça qu'elles pollinisent bien, quoi. Mais bon, si vous... Reine des rainettes, très bien, ouais. Elle est bonne à manger. Oui, oui. Ah oui, ce sont des bonnes pommes. Hein. Il peut y avoir un pommier dans un jardin aux alentours. Ouais. On est obligé d'avoir le pommier dans le même jardin. C'est les abeilles qui font le boulot, donc oui, les abeilles, ça voyage. Oui, c'est souvent... Si, on ne va pas vous obliger à acheter 2 plantes. Non, mais s'il y en a chez les voisins, ça le fait. Hein. Ouais. C'est très bien, ouais. Je suis en train de réfléchir pour voir si j'ai évoqué tout ce que je voulais vous dire. Sûrement que non, mais... Si vous avez des questions, là, c'est... Je suis à votre écoute. C'est bien, aujourd'hui vous êtes moins bavard que hier. Ça doit être les frais, tout le vin rouge, non? Je sais pas où. Précoce, par ici, c'est quoi? En pomme précoce? On vend beaucoup la Baril. C'est un peu une pomme dans le Cap qui est très 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 connue. J'en ai une avec moi d'ailleurs. Peut-être que je vais vous la montrer. Je l'ai conservée parce qu'elle était au frigo. Hein. Normalement, elle n'existe plus dans les jardins maintenant. Est-ce que c'est la passée pomme? Oui. Baril, c'est le Cap-Suzin. Passé pomme, c'est Douarnenez. Très néostique, c'est Quimper. Ah, c'est terrible. Hein. Chaque canton a inventé son nom. Passé pomme. Elle arrive l'été. Passé pomme. Ah, c'est bon. Ouais. L'été.
Haute. Ouais. En fait, elle est connue ici parce que enfin, dans tous les jardins, dans le Cap, vous en avez presque. Et tous les gens veulent retrouver les parfums. Elle est très parfumée en été, c'est incroyable. Après, elle devient un peu farineuse, elle est un peu moins bonne quand on la mange comme ça. Mais pour faire les compotes et les confitures, c'est... Après, il y en a... Comment? De Quimper? Je crois que c'est Train et au steak. Ouais, comme elle est un peu acide, Train, moi je parle pas bien breton, donc... Train et au steak. À quelle température dans les frigos pour le conserver dans les frigos? Je crois que c'est moins de 10 degrés. Hein. Moins de 10 degrés. Ouais, entre 5 et 10, ce serait idéal. Ouais, bien aéré un peu en plus. Enfin, c'est pas... Ouais. Et le frigo fermé, ça marche pas bien. Moi j'ai mis dans un frigo fermé ici, donc ouais, je sais pas trop. Si, en général ils sont fermés les frigos. Hein. Quand on va dans les vergers, ouais, dans les vergers que j'ai vus, c'est des grands frigos, ouais, mais je pense que c'est étudié pour. Ouais. Oui. Sinon c'est une pièce la plus fraîche possible où il n'y a pas de l'alternance de température, où les pommes se touchent pas trop pour les conserver, parce que sinon les maladies, voilà. Ouais. Ou utiliser les pommes tardives, quoi, qui se conservent bien, et puis de les récolter peut-être un peu avant qu'elles soient mûres. Parce qu'une fois qu'elles sont juste mûres, après ça va vite, quoi. Avant qu'elle tourne, quand on a son mûr. Avant que les oiseaux picorent dedans, surtout. Quand les oiseaux picorent, c'est mort. Quand le pépin est noir, il faut des bon. Oh ouais, c'est plus que bon, ouais. Ouais. Ouais, l'idéal, c'est de cueillir juste un peu avant, ouais. Ouais. Après, il y en a d'autres, des précoces. Hein. Il y a à Cannes, il y a, je sais plus. Il y a la pomme de la Saint-Jean aussi, qui est très très tôt, elle, par contre. C'est juillet. Je sais plus, on en a d'autres. Transparente blanche, voilà, ça c'est aussi été. C'est plus la rainette blanche du Canada. Elle est tardive, celle-là, ouais. Elle est bonne, ouais, très bonne. Est-ce qu'on sert très longtemps? Oui. Ah oui, ça c'est une tardive, ouais, ça va. Vous avez des plans Oui, on a tout ça ici, ouais. D'accord. Ouais. Rainette blanche, rainette grise, tout ça, ouais. Et abricotier, quelle variété qui convient pour la région? Bah, nous on en a 3, surtout c'est pêche de Nancy, non c'est Nancy je crois, ou polonais et puis précoce de Saumur. Polonais, j'en ai eu. Ouais, ce sont celles qui normalement réussissent ici. Ouais. Précoce de Saumur, je sais qu'elle fleurit assez longtemps, donc quand certaines fleurs sont abîmées, ben, d'autres peuvent toujours donner. Pêche de Nancy, je sais que la fleur apparemment elle résiste bien au froid, voilà. Ce sont les vieilles variétés, parce que les nouvelles variétés maintenant sont bien adaptées au sud de la France plus, donc... Et contrairement à tout ce que j'ai dit, hein, l'abricotier, si c'est un peu calcaire, c'est pas plus mal. Oui, pH, Ouais, il vaudrait mieux on prendre... met un peu de chaud tous les ans au pied. Oui, enfin il faut déjà connaître En général, l'acidité un peu, ouais, mais... c'est moins de 6 en général. Souvent, ouais. Et si on en met la chaude tout le temps, ben, ça C'est bien. Ouais, mettre un peu tous les ans, quoi. Une petite poignée. Vous la vendez en sachet, la chaux? On en a en sac ici, ouais. J'allais dire. Oui. Le calcium, c'est la chaux. Et en fait, à la chaux vive aussi. Et vous... Ah Il y oui, a deux sortes de la chaux vive qu'on met dans l'eau et elle bout. mais ça, faut pas mettre ça Ça désinfecte. Ben, c'est du très concentré, donc il faut en mettre moins, quoi. Le calcium, c'est moins. C'est ça. Et vous en avez ici? Oui. Et je pensais à mon tuteur, là, parce que je vais le mettre comme vous avez dit. Mais est-ce que je ne vais pas fragiliser les racines de mon pommier? Bah, juste une, je pense que vous n'allez pas tout défoncer tout autour, quoi. Enfin, bah, je pense que le faute, il faut bien le refixer pour qu'il ne bouge plus, quoi. Et des tuteurs comme ça, vous en avez ici? Ouais, ils sont tous tout le long, là. Ouais. D'accord. Ok. Et une bonne masse. J'ai un pommier qui a été couché avec la tempête de juillet. Là. Ah, ouais. Alors là, il était assez beau, ça faisait 20 cm de diamètre à peu près le tronc. Moi, j'aurais essayé de le redresser puis de le tailler, quoi. C'est la même chose que moi. Il est gros. Comme sur les balaises, hein. Moi, je l'aurais retaillé. C'est-à-dire Ah oui, Est-ce alors que moi, j'ai si- pas les si- racines qui sont sorties. les mais- racines sont sorties, elles sont cassées. Est-ce que ça